Bon après-midi, chers responsables. Je vois parmi vous des responsables de différentes unités au niveau central, au niveau intermédiaire et au niveau périphérique. Je vois également des responsables au niveau des services. Comme nous l'avons constaté ces derniers jours, nous avons été posé beaucoup de questions concernant l'évaluation des performances du personnel de santé au Burundi. Je me nomme Dr. Polkapenda Ikeza, médecin directeur général de la planification. Je décidé d'utiliser une vidéo pour pouvoir partager les connaissances en matière de l'évaluation des performances, qui est une approche qui est actuellement utilisée même dans la rémunération des fonctionnaires. Nous avons bénéficié pas mal de financements, des appuis techniques et financiers concernant l'encadrement des planificateurs au niveau intermédiaire et au niveau périphérique, mais également au niveau central, avec le consortium Solina qui met en œuvre des interventions financées par Gavi et bien d'autres partenaires comme AFNET. Nous avons alors décidé de partager des connaissances en matière de l'évaluation des performances des personnels de la santé Burundi. En guise d'introduction, la gestion axée sur les résultats, l'AGAR ou encore Result Based Management, RBM, est une approche de gestion focalisée sur la performance et l'obtention des résultats. C'est l'opposition par rapport aux approches traditionnelles centrées sur le suivi des activités ou encore des ressources, donc les moyens. Autrefois, on n'était pas attiré, il n'y avait aucune attention sur l'atteinte des résultats. Mais actuellement, dans le cadre du budget programme, comme rappel, vous savez que notre ministère a trois programmes budgétaires, dont le premier programme qui est dénommé 037, qui est attelé à l'offre de soins et services de qualité, et le deuxième programme qui est le 038, et le programme qui est beaucoup plus concerné par la prévention et la sécurité sanitaire, mais également le 039 qui constitue l'administration générale. Mesdames, Messieurs, la performance constitue actuellement une des 4 éléments de référence pour l'amélioration, comme je l'ai dit par après en haut. Vous constaterez que, compte tenu des principes ci-dessus énoncés, la rémunération des fonctionnaires est actuellement composée de 4 éléments, dont une part indiciaire, PI, une part dénommée par emploi, PA, et une part dénommée part de performance sur laquelle nous allons insister. Je tiens également à signaler qu'il y a un 4e élément qui est référence pour la rémunération, c'est une part regroupant les éléments de rémunération liés à la situation ou à des événements personnels du fonctionnaire et non liés donc à l'emploi ni aux résultats. C'est l'exemple des allocations familiales et une famille. 2 individus qui ont commencé, qui ont le même diplôme et qui ont commencé le travail en même temps, qui ont été tous très bien cotés, peuvent avoir des salaires en plus différents qui sont liés à une famille qui serait peut-être nombreuse, qui aurait beaucoup d'enfants et d'autres qui n'en auraient pas. Notons que les objectifs de l'apprentissage, mesdames et messieurs qui me suivent, vont constituer beaucoup plus à l'importance de la gestion des performances du personnel, les caractéristiques et les processus de système efficace de gestion des performances du personnel, comment améliorer le système de gestion des performances du personnel des programmes de santé. Comme pas mal de provinces, je citerai en passant Rutana, Ngozi, Kirundo et bien d'autres, ont bénéficié d'une formation par le cadre de la Direction générale de la planification, mais également des cadres de la Direction de la planification, suivi et évaluation, des politiques et stratégies de santé. Nous avons eu à expliquer beaucoup de notions de la planification. Mais qui dit planification, la planification est dynamique. Après la planification, la mise en œuvre. Et la mise en œuvre, il y a le suivi et l'évaluation en cours. Mais tout au début, on doit avoir un plan de performance, des indicateurs de performance KPIs. KPI, c'est un abréviation en anglais qui dit Key Performance Indicator, qui doit être de référence. Donc, c'est ça que nous allons en fait développer dans les slides à venir.
Alors, on peut se poser des questions. Why, how, review, how, l'input, pourquoi, comment. L'importance de la gestion des performances est nécessaire. Donc, il s'agit d'un processus de gestion efficace des performances du personnel et le système de gestion des performances du personnel des programmes de santé. Oui, nous avons eu des témoignages que le personnel est formé avec les appuis du consortium Solina. Actuellement, il y a des améliorations dans la gestion des ressources humaines, dans la planification, dans la mise en œuvre, mais également dans le management et le leadership des activités qui sont conçues. Et c'est une très bonne chose. Et nous pensons que nous allons continuer à partager les connaissances afin d'être efficaces et efficients dans nos responsabilités. Alors maintenant, quelle est la signification de cette thématique en rapport avec la gestion des performances? Il s'agit donc d'une gestion qui doit être, pas n'importe laquelle, une gestion qui doit être efficace. Et l'efficacité donc doit être mesurée par la mesure qui est essentielle pour la gestion efficace et la réussite des projets. Sans mesure, il est difficile de gérer des ressources, d'évaluer des performances et d'atteindre les objectifs. Nous allons, dans les slides d'avenir, développer beaucoup le contrat individuel de performance dans lequel on décrit les engagements, on décrit les objectifs à atteindre par n'importe quel responsable. Donc, il décrit l'importance de la mesure où on doit définir les objectifs, établir des objectifs clairs et quantifiables qui permet de définir les attentes et de concentrer les efforts. Deuxièmement, il s'agit donc d'une évaluation des performances qui, en fait, a un suivi de progrès. Comment les indicateurs sont utilisés, c'est tous les indicateurs de performance, Key Performance Indicator. Identifier les écarts entre les résultats attendus et réels. Alors, raison pour laquelle nous allons découvrir par après que l'évaluation est un processus. On n'évalue pas dans un cours ou un certain temps. Il faut évaluer le processus dès le début de la mise en œuvre. Et troisièmement, il y a la prise de décision informée, analyse des données. L'information est très importante lorsqu'on met en œuvre les activités. Et il s'agit d'une analyse qui est basée sur des données concrètes et mesurables. Chaque donnée qui n'est pas mesurable est difficile même à suivre, même son importance disparaît si elle n'est pas mesurable. Cela facilite la prise de décision stratégique et opérationnelle. Et enfin, dans ce cadre conceptuel, ça consiste à l'amélioration continue. L'évaluation de performance consiste à l'amélioration continue parce qu'il y a des feedbacks et des ajustements qui sont faits lorsqu'on évalue, lorsqu'on suit la façon dont l'individu est en train de mettre en œuvre les engagements. Et il faut identifier les points forts et les domaines à améliorer. Et les points forts doivent être encouragés pour les pérenniser et les capitaliser, et les points faibles doivent être transformés en points forts. Il y a des choses que l'individu doit lui-même faire et des éléments, des ingrédients, des choses qui doivent être apportées par le responsable de l'institution ou l'unité de prestation parce que dans l'atteinte des résultats, il y a les apports individuels, mais également les apports qui sont liés aux moyens, qui sont liés à l'environnement de travail, et il y a des menaces ou les opportunités qu'il faut profiter. Nous avons vraiment eu beaucoup d'opportunités, mesdames et messieurs, à renforcer nos capacités avec les appuis financiers et techniques du consortium Solina, avec les financements de Gavi, AFNET et bien d'autres partenaires au développement qui nous ont soutenus le long de l'exercice précédent. Qu'est-ce que c'est alors la gestion des performances des personnels? En fait, c'est la gestion des performances des personnels qui décrit le processus continu d'identification, de mesure et de développement des performances des employés par une organisation afin de garantir que le personnel continue à se développer, à répondre à ses attentes et enfin de compte à exécuter les tâches pour atteindre les objectifs individuels et les objectifs globaux de l'organisation. Voilà, je dis les objectifs individuels et objectifs globaux de l'organisation. Ça, c'est une très bonne chose. Oui, nous avons des missions individuelles, mais ces missions individuelles s'additionnent, se complètent pour répondre aux missions
de l'institution de l'unité de prestation tout entière. La gestion des performances du personnel vise à garantir que les objectifs sont constamment atteints de manière efficace et efficiente et à renforcer les bonnes performances tout en orientant les mauvaises. Lorsqu'on suit le personnel dont vous êtes responsable, on peut découvrir les points de force et les points de faiblesse. Les menaces sont également évaluées ensemble. Pourquoi pas ne pas profiter aux opportunités, raison pour laquelle on s'améliore les méthodes. Donc nous les responsables, nous avons le devoir de relever les niveaux de performance de nos encadrés, de nos employés. Alors, à la fin de cette vidéo, nous tous, nous, vous et moi, nous devons donc être censés capables d'avoir une compréhension commune du système révisé de gestion des performances au Burundi. Donc, savoir comment développer et de façon objective des contrats individuels de performance. Le but, c'est d'améliorer l'efficacité et la responsabilité du secteur public en favorisant une culture de quoi? Une culture axée sur les résultats et en évaluant systématiquement des performances par rapport aux objectifs définis. De façon un peu détaillée, pour pouvoir arriver à ce but commun, il faut détailler 5 éléments dont la concentration sur les résultats. Il faut définir et atteindre des objectifs. En fait, l'établissement des objectifs de performance clairs, les KPI, qui sont mesurables, donc des objectifs SMART, qui sont mesurables et réalistes à tous les niveaux de l'administration publique, y compris les programmes de santé, sont très importants pour pouvoir arriver à nos objectifs. Il faut également une affectation des ressources qui consiste à assurer l'allocation et l'utilisation efficace des ressources humaines, financières et matérielles pour atteindre les résultats du programme. Parce que la fin justifie les moyens. Avec les moyens, nous devons arriver aux résultats, mais avec les moyens, nous devons arrêter des stratégies pour arriver aux résultats. D'où nous devons avoir des contrats de performance individuels qui nous servent de boussole. Il faut également que nous puissions mesurer et rapporter nos performances. Donc, l'évaluation régulière et rapport sur les performances aux supérieurs, pourquoi pas au Parlement et au grand public, parce que tout ce que nous faisons dans nos institutions, il y a là où nous devons rapporter. Si vous rapportez au niveau de la DGP rapporte au niveau du secrétaire permanent, qui fait lui aussi rapporter au niveau du cabinet, et le cabinet rapporte aux superstructures de la primature ou la présidence, sans oublier que nous devons également rapporter des activités financières sur les lois, le financement public et bien d'autres au niveau des ministères ayant la planification dans ses attributions, la planification économique. Je dis le ministère des Finances, du budget et de la planification économique. Tout cela nous amène à nous améliorer de façon continuelle. Donc, il faut utiliser des données de performance pour l'apprentissage et la prise de décision afin d'améliorer l'efficacité et la prestation des services. Les services que nous prestons chaque jour doivent être efficaces, doivent avoir une cohérence avec la planification, doivent répondre à un problème. Raison pour laquelle je vous ai dit, les éléments d'évaluation de performance sont tirés de nos plans de travail annuels budgétisés, des PTBA. Ce sont des éléments dont l'individu doit suivre, doit exécuter des activités qui lui sont assignées. Il y en a qu'on fait individuellement et d'autres qu'on doit faire collégialement pour arriver à l'objectif global de nos institutions. En tant que membre du personnel dans un programme de santé, prenons par exemple le programme de santé, programme élargi de vaccination. Nous devons franchir 3 étapes de gestion des performances du personnel pour atteindre un succès optimal. C'est impératif, nous devons développer d'abord les contrats individuels de performance. Nous devons également faire des évaluations des performances et à partir des performances obtenues, quelles qu'elles soient bonnes ou mauvaises, nous devons prendre des décisions qui sont fondées sur les informations probantes. Alors, concernant le premier, qui est le contrat individuel de performance qui doit être développé, le personnel et ces superviseurs dont nous sommes, dont vous êtes, se conviennent de 3 à 5 objectifs que le personnel est censé atteindre. Mes chers amis, il ne faut pas vous fixer 100, des milliers, des dizaines d'objectifs.
ça serait trop ambitieux. Il faut se fixer des objectifs faisables, smart. Alors, c'est de prendre les trous les plus stratégiques ou spécifiques, 3 à 5, et les autres prendre les objectifs et à la fin, on compile les résultats. Ces objectifs sont donc documentés par écrit, appelés contrats individuels de performance, et cette étape définit des attentes claires qui correspondent aux objectifs et au plan de travail et programme de santé. Je vois que parmi vous, il y a même des employés. Il faut discuter. Le contrat individuel de performance n'est pas un outil ou bien un élément que l'employeur amène comme ça. Non, on discute sur le contrat individuel de performance. Il ne faut pas qu'on soit assigné des activités, on soit assigné des objectifs dont vous ne pourrez pas réaliser. Alors, le contrat de performance individuelle se compose de 4 principales sections, dont l'information sur la personne à évaluer. Chaque personne peut être évaluée. Si je t'évalue, moi aussi je suis évalué à un autre niveau. Ça comprend alors les détails de l'employé tels que le nom, le poste, le service et la période d'évaluation. Mais également, parmi les 4 éléments, il y a le deuxième qui est l'information sur l'évaluateur. L'évaluateur lui aussi capture les détails du superviseur, y compris le nom, le sexe et le poste hiérarchique. Le contrat en question doit décrire les objectifs de performance, des indicateurs clés de performance, un vrai objectif de performance, indicateurs clés de performance et les résultats attendus ainsi que les ressources nécessaires. Les indicateurs clés de performance ou IOV, indicateurs objectivement vérifiables, sont très importants. Chaque chose qui n'est pas évaluable, qui n'est pas vérifiable, qui n'a pas de source de vérification de son exécution, risque de ne pas être réalisée. Et enfin, nous avons une description du poste du personnel. Le poste du personnel doit être décrit. Et il y a, ça doit relier les tâches du personnel au plan de travail et aux objectifs et du programme de santé. Par exemple, on ne peut pas assigner à un chauffeur des activités, des objectifs de la comptabilité. Ce n'est pas son travail. Un conducteur ou un chauffeur a ses missions qui consistent beaucoup plus à entretenir le véhicule, à communiquer au chef hiérarchique des difficultés ou bien ce qu'on doit faire dans la maintenance du véhicule. Alors, il ne faut pas demander aux gens, au personnel, dans les contrats individuels de performance, ce qui n'est pas à mesure de réaliser. C'est pourquoi dans nos unités de prestation, nous avons des profils différents pour se compléter. On ne peut pas faire tout à la fois. On est spécialisé ou bien on a des informations dans un domaine, dans une profession, et les autres en ont dans d'autres, et vous compilez pour avoir des résultats de l'unité de prestation. Alors, cette phase est essentielle pour définir des attentes claires et assurer l'alignement avec les plans de travail et les objectifs du programme de santé. Alors, un peu en détail, je vous donne un exemple d'une fiche de cotation. Donc, dans le contrat individuel, la première section du contrat individuel de performance rassemble les données personnelles et professionnelles, comme je vous l'ai dit. Et ces données sont entre autres nom et prénom, le genre, ça peut être très masculin ou féminin, on croche, la date de naissance, matricule, la description générale, la direction générale ou l'institution ou département ou programme, par exemple le programme radio de vaccination, le programme national intégré de lutte contre le paludisme, pénibilité et bien d'autres. Nous avons au niveau du ministère actuellement 9 programmes. Donc, chaque unité de prestation, des unités de prestation du niveau central, mais également au niveau intermédiaire, jusqu'à même de la communauté, chaque personne qui est employée doit avoir un contrat individuel de performance. Ça décrit également le département de ressort, l'emploi, la classe de l'emploi, l'échelon, la date de nomination au grade, au poste. Exemple, suppose par exemple, donc donne mon exemple. J'aime beaucoup donner mon exemple chez moi. Moi, j'ai commencé mes fonctions en tant que directeur général de la planification c'était le 15 février 2023, donc il y a
2 ans et quelques 5-4 mois. J'ai été évalué 2 fois dans cette direction générale. Donc, on suit, lorsqu'on est en train d'évaluer, c'est presque un suivi des carrières. La gestion des carrières, on suit si l'individu passe du 3, 4, 5. En fait, on n'est pas adulte, on redevient. On peut commencer avec des performances moyennes, mais avec le coaching, le tutorat, l'encadrement de ton supérieur, on peut augmenter les compétences. Alors, en évaluant, on peut suivre la courbe. Est-ce que l'individu performe? Est-ce que l'individu augmente ses performances chaque année? Parce que qui dit l'ancienneté devrait, de façon cohérente, assigner également les compétences accumulées par expérience à l'emploi. Dans le tableau suivant, donc, concernant la formation reçue au cours de l'année d'évaluation, ces informations doivent détailler les institutions, la date qui est bien détaillée, le jour, le mois, l'année, mais également le programme. Dans la section alors d'informations essentielles sur l'évaluateur, je vous ai dans la slide précédente dit que l'évaluateur lui aussi est identifié, le nom et prénom, le genre, position hiérarchique. Par exemple, moi, la position hiérarchique de mon évaluateur, Dr Olivier Nijibé, qui est le secrétaire permanent. Donc, hiérarchiquement, il est le secrétaire permanent. Donc, c'est lui qui m'évalue en premier niveau, premier degré, et le deuxième degré est effectué par Excellence Madame le ministre. Concernant la troisième section qui est le contrat de performance, surtout qui explore le contrat, qui décrit les objectifs de performance du personnel, qui définit les indicateurs cibles et précise les ressources nécessaires pour atteindre chaque objectif. Nous avons les principaux indicateurs de résultats. On vous donne des moyens. On planifie ensemble et vous fixez des résultats. Par exemple, à être convenu entre l'évaluateur et l'employé au début du cycle d'évaluation annuel et au début de la carrière de l'employé. Et les principaux indicateurs de résultats doivent être décrits. Il y a les objectifs et les ressources requises. Parce que la fait justifier les moyens, il ne faut pas non plus, vous les responsables qui doivent faire des plaidoyers, il ne faut pas non plus demander à accomplir des résultats à vos employés sans toutefois avoir rendu la disponibilité tout au début, les moyens nécessaires, au moins périodiquement. Il faut également alors des qualifications qui est requise et il y a chaque fois, à chaque niveau, il doit y avoir une signature de la personne évaluée, mais également la signature de la personne évaluateur. Alors, à la fin de cette session, le personnel et l'évaluateur signent un contrat confirmant leur accord sur les attentes en matière de performance. Et la performance se discute, il ne faut pas évaluer ou c'est un échange, on discute. L'individu qui est évalué peut également poser des questions ou bien faire un recours. On peut dire si cette ligne, si cet élément, j'ai été mal coté, je devais avoir ceci. Je m'étais assigné de réaliser ça et je l'ai réalisé. Voici le rapport. L'évaluateur peut évaluer entre des points qui ne te satisfont pas. Tu peux alors amener des justifications qui montrent que vous avez réalisé, vous avez atteint les résultats escomptés, les résultats fixés tout au début. Raison pour laquelle je vous ai dit que les indicateurs doivent être objectivement vérifiables. Ok, par exemple, supposons que je devrais organiser des réunions de groupes de techniques de travail, planification, suivi, évaluation. Je communique que j'ai réalisé 4, il faut que je montre 4 rapports de réalisation de ces réunions avec des de présence. Il faut que je montre les preuves que j'ai transmises à mon hiérarchie, soit par email, soit par des versions hard copy, ce que j'ai réalisé. Ça, c'était un exemple. Par exemple, au niveau de la direction générale de la planification, suivi, évaluation, c'est là où nous coordonnons l'établissement des comptes nationaux de santé chaque année. Alors, à la fin, si dans mes objectifs, j'ai mentionné que je dois suivre l'élaboration des comptes nationaux de santé,
Il faut que je montre à la fin qu'il y a un rapport validé et transmis de coordination de santé qui a été réalisé et qui a été transmis. Voilà concernant par exemple l'exemple de façon concrète, principale tâche, objectif, résultats attendus, observation. Lorsqu'on évalue, supposons par exemple l'exemple de préparer le projet de TDR. Il y a une activité qui était organisée à être réalisée dans une institution et on vous avait demandé de préparer le TDR. L'objectif, c'est de contribution au renforcement de capacités de 40 médecins sur la maîtrise des effectifs, par exemple. Et alors, dans les résultats attendus, il y a le projet de TDR qui doit être disponible, préparé et qui doit être disponible. Et dans l'observation, l'évaluateur montre si ça a respecté les principes, et ainsi de suite. Voilà, préparer le projet de lettre de l'invitation. Le projet de lettre de l'invitation doit être là. Exécuter toute autre tâche de service confiée par l'hiérarchie. Cette activité apparaît toujours dans nos contrats individuels de performance parce que la planification est dynamique. On est au travail, supposons qu'on travaille au niveau de CUSP. Vous gérez quoi au niveau des CUSP? Vous gérez quoi? Vous gérez les exigences de santé publique. Et vous savez que les exigences de santé publique, il y en a qui sont prévisibles et les autres qui sont imprévisibles. Soit alors dit que même si vous avez un contrat individuel de performance établi tout au début, soit n'empêche que en cas de besoin, on fait attribuer une autre tâche pour répondre à une urgence. Au niveau du programme élargi de vaccination, dont Solina a beaucoup plus appuyé, dont Gavi appuie beaucoup, il y a des maladies évitables par la vaccination qui, dans le temps, étaient presque déclarées finies, mais qui résistent, qui retournent, qui sont découvertes. C'est le cas de la rougeole, la poliomyélite. Nous avons eu récemment des épidémies que nous avons digérées. Raison pour laquelle on doit accepter la flexibilité, le dynamisme. Parlons maintenant de l'évaluation des performances. C'est le deuxième point. Ça comprend les évaluations de performances semestrielles et de fin d'année. Les évaluations semestrielles examinent les performances pour identifier les défis et prendre des mesures collectives. Les évaluations de fin d'année, en quelque sorte, évaluent les performances tout au long de l'année conformément au contrat de performance. Mais détrompez-vous, mesdames, messieurs, chers participants, on ne doit pas non plus évaluer à la fin de l'année. Parce que je vous ai dit que l'évaluation est un processus, c'est un contrat qui est mis en œuvre. Et le responsable est appelé à aider à relever le niveau de performance de ses employés. Raison pour laquelle on doit évaluer également à mi-parcours. Il ne faut pas attendre à la 12e mois. Il y en a qui font des stratégies de scinder l'année en semaines ou en mois et d'évaluer chaque semaine ou chaque mois, ou bien faire des marques, des signes qui, à la fin du semestre ou à la fin de l'année, et fait des sommations pour faire une cotation objective. Sinon, on risque de faire une cotation subjective, de coller de mauvais points et de très bons points à un individu, mais qui ne correspondent pas à son niveau de performance. Alors, quel est l'outil d'évaluation des performances? Là, l'évaluation des performances, l'évaluation des compétences et des comportements et l'évaluation générale. La première évaluation des performances symbolisée par le P et l'évaluation des comportements et compétences symbolisées par C et l'évaluation générale symbolisée par A. Dans la grille d'évaluation annuelle, ce sont des éléments qui sont très importants. L'objectif de performance, le résultat en relation avec l'évaluation des performances. Il y a le maximum qui, dans le canevas standard fourni par la fonction publique, le maximum dans les prix obtenus est 5, comme on peut même avoir 0,5 si on n'a rien fait, mais c'est rare. Sinon, ce serait un contrat subjectif. Dans les contrats, je vous rappelle, mesdames, messieurs, il faut donner l'objectif que vous pouvez atteindre. Les scientifiques nous disent que lorsqu'on s'est fixé un objectif, il faut l'atteindre au moins à 80 plus ou moins 15%. On peut donc 100% plus ou moins 15%, c'est donc 95 ou 115%. Non plus, il ne faut pas communiquer que vous avez des objectifs à 150%, 200%, ça
c'est également une mauvaise planification. Et mal planifier, c'est planifier son échec. Et il faut faire une planification correcte. Et la planification correcte est précédée par une analyse situationnelle correcte avec une priorisation rationnelle. Voilà, chaque fois, il doit y avoir la signature de l'évalué, mais également la signature de l'évaluateur. Alors, après la cotation, et les éléments de cotation des compétences, des connaissances sont connus. Il y a des critères comme organisation et coordination, leadership et prise de décision, la planification, innovation et créativité, la capacité à communiquer. Dans le travail, on doit avoir un esprit d'équipe et on ne peut pas avoir un esprit sans pouvoir bien communiquer. Une communication qui n'est pas violente, qui n'agresse pas les autres. La capacité analytique, connaissances professionnelles et des compétences techniques, le développement et l'amélioration des prestations. Tout ça, on doit se fixer des résultats. Et il y a l'évaluation des compétences qui est là. Le maximum est sur 5 et on est attribué des points ici. Lorsqu'on est attribué 5, 6, 5, on peut encourager la bonne continuation. On peut attribuer 3 ou 4. Il faut commentaire. Si en commentaire, l'évalué qui voit les commentaires et qui les analyse peut s'améliorer. Parce que dans la colonne des commentaires, on doit notifier le pourquoi de ne pas avoir donné 5 sur 5 et le pourquoi d'avoir donné 2 sur 5. Donc tout ça aide à améliorer les individus. Et pour l'évaluation des aptitudes et comportements, on évalue la capacité d'initiative, la capacité du travail en équipe, attitude vis-à-vis des usagers, les capacités de se perfectionner, mais également le respect et l'engagement, les relations professionnelles. Tout ça, comme je vous ai dit même précédemment, c'est 5 sur 5 avec des notes qui varient entre 0 et 4, qui varient entre 0 et 5. Donc on peut avoir des maximums 5 sur 5, 4 sur 5, 4,5. Ça dépend de l'appréciation de l'employé, mais l'employé doit essayer d'être guidé par l'objectivité et par la subjectivité. Alors, pour éviter la subjectivité, c'est qu'il y ait des contrats individuels de performance qui sont établis tout au début de l'exercice et qui sont évalués progressivement, qui ne sont pas évalués uniquement à la fin de l'échéance. Et les commentaires sont mis ici, comme je vous l'ai dit. Voilà, alors le P, pour faire la moyenne sur 100, pour les performances, on prend la somme obtenue pour les performances, on multiplie par 5 et on additionne à la somme obtenue pour des connaissances et compétences, à multiplier par 3, additionner à la somme obtenue pour l'aptitude et aptitude multiplier par 2 et on trouve le pourcentage, donc la note sur 100. Et la note sur 100, alors, classe les gens. Il y a qui peuvent avoir 100%. J'ai rarement vu partout dans ma carrière professionnelle, j'ai jamais vu. Rarement, on a vu quelquefois, non, jamais j'ai vu quelqu'un dans l'évaluation qui est coté à 100%. Et d'ailleurs, actuellement, la note qui est recommandée est une note qui varie entre 65 à 79,9 pour très bon et d'autres notes inférieures à 65 auraient qualification, donc satisfaisant, passable, médiocre. Mais lorsque actuellement dans la cotation des performances actuelles, avoir plus de 80% nécessite une explication par excellence, Madame la Ministre, pourquoi cet individu, quel miracle cet individu a fait pour être excellent. Voilà, raison pour laquelle, mesdames, messieurs les responsables des unités de prestation, il faut faire des cotations objectives parce que toute chose faite dans l'évaluation des performances doit avoir une justification rationnelle. Voilà, madame, messieurs, après l'évaluation, la note, on utilise cette note-là pour faire quoi? Oui, chaque membre du personnel doit être formellement évalué en milieu ou en fin d'année. Et le suivi des performances à mi-année, je répète, sont importants pour relever des niveaux faibles à temps. Et l'évaluation annuelle, c'est l'évaluation finale qui doit donc attribuer la note finale. Donc l'évaluation à mi-parcours est enregistrée dans un journal de suivi de performance pour garantir la responsabilité dans les évaluations de fin d'année.
Euh, alors, il faut en fait, après avoir évalué, prendre une décision. Après l'évaluation doit être utilisée, soit pour former, pour renforcer les compétences, soit pour bonifier ou féliciter les meilleurs. Alors, après l'évaluation, les décisions sur les performances sont prises. Des performances satisfaisantes peuvent conduire à des incitations telles que des primes ou des ajustements de salaire. Pourquoi pas des promotions? Des performances insatisfaisantes peuvent entraîner des mesures correctives ou disciplinaires. Il y a même dans le secteur privé, dans les entreprises, où les contrats sont rompus et ne sont pas renouvelés. Voilà, alors il faut une notification de mesures incitatives ou de sanctions. L'élément critique du système de gestion des performances est la reconnaissance de bons résultats par des mesures incitatives et pour de mauvais résultats par des mesures correctionnelles. Vous avez vu que ça, Madame le ministre félicité déjà publiquement, donner des prix aux personnes qui se sont bien comportées le long de l'année. Donc, il faut une bonification spéciale à ceux qui se sont bien comportés. Et beaucoup de fois, on le fait dans le public. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut féliciter en public et gronder en privé. La bonification indicielle dans les indices augmentés ou tout simplement gel d'avancement de grade ou signification de mise en demeure parce qu'on a des éléments là, le gel d'avancement de grade ou signification de mise en demeure, signe de mauvaise performance. Voilà, donc nous tous, nous devons conjuguer les efforts, nous devons chercher à apprendre pour nous améliorer, pour être bonifiés, pour bénéficier des incitations indiciaires, pour éviter donc le gel d'avancement de nos grades, pour éviter, mesdames, messieurs, la signification de mise en demeure. Personne entre nous ne souhaite pas être mis en demeure. Voilà. Donc, avant de terminer, je voudrais vous remercier pour l'attention particulière que vous avez apportée à cet échange et ce partage d'expérience et de vous permettre de poser des questions, 3 à 5 questions si vous en avez. Nous avons une équipe nous avons une équipe de la planification, nous avons une équipe de la direction de la planification, de la direction de la planification suivi et évaluation. Nous avons également d'autres responsables que je vois ici qui peuvent répondre ou tout simplement éclairer sur les questions que vous allez poser et qui sont les bienvenues. Je pense qu'il n'y a pas de questions ridicules. Non, nous allons écouter les gens et va avoir la parole celui qui va la demander. Et à la fin de la séance, nous pourrons rentrer améliorés, rentrer satisfaits des connaissances, d'évaluation des connaissances. Mesdames, Messieurs, j'ai beaucoup dit et je vous remercie.